Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'Emma, la trentaine. Emma est une jeune femme dynamique, pleine de vie. Emma est genevoise. Depuis quelque temps, elle essaye d'attirer l'attention de son entourage sur sa réalité de femme ici à Genève. En guise de réponse, elle reçoit des Es-tu sûr? Qu'as-tu pu faire pour que ça se produise? Tu devrais t'habiller autrement quand tu sors. Des réflexions qui la heurtent. Mais Emma reste calme. Elle essaye avec douceur, avec finesse. Elle fait attention au ton qu'elle emploie. Emma est consciente qu'elle doit se maîtriser. Sinon, ce sera elle le problème. Elle ne veut surtout pas déranger et encore moins plomber l'ambiance. Toutes ces réactions la font douter. Par moments, elle se demande si ses proches n'ont pas raison. Peut-être que c'est elle qui exagère, d'autant plus qu'on lui dit dans son entourage qu'elle est la seule femme à se plaindre. Alors, Emma minimise ce qu'elle ressent pour que les autres soient à l'aise et aussi et surtout pour ne pas être exclue. Mais un jour, après une énième micro-agression dans son lieu de travail, à bout de nerfs, fatiguée de devoir faire attention à son comportement, mais aussi à sa façon de s'habiller et d'assumer à elle seule la responsabilité de l'attitude de certains hommes à son égard, Emma craque. Elle exprime sa colère, son épuisement, partage sa peur des hommes. Elle dénonce l'environnement qui contribue à son mal-être. Cette fois-ci, Emma reçoit du soutien. Enfin, pas tout à fait. Si son entourage lui dit « On te comprend, on ne remet pas en doute ce que tu dis, nous sommes avec toi », mais tu aurais pu le dire autrement. Le ton que tu as employé n'est pas convenable. Et puis, faut pas généraliser. Ce ne sont pas tous les hommes le problème. On veut bien t'écouter, Emma. Cependant, tu dois vraiment contrôler ta façon de t'exprimer. On lui reproche d'être hystérique. On la renvoie à son utérus. Pourtant, cela fait un moment qu'Emma dénonce calmement. Elle est consciente de la gêne qu'elle peut occasionner et met tout en place pour ménager les susceptibilités. Mais sa sensibilité à elle, qui y pense? Quand ce n'est pas son ton qui déplaît, on lui dit qu'elle en parle trop. Emma remarque qu'oser dénoncer a un prix. Pourtant, elle continue parce qu'en Suisse, toutes les 2 semaines, une femme est tuée par son partenaire, son ex, son frère. Chaque semaine en Suisse, une femme survit à une tentative de féminicide. Emma refuse catégoriquement de devenir une de ces statistiques. Comme ces 5 femmes tuées le 24, 28, 30 janvier, le 6 et 13 février 2026. À peine 3 mois, déjà 5 féminicides en Suisse. Emma le sait. Qu'elle se taise ou qu'elle parle, même de façon convenable, c'est elle qui risque d'en payer le prix. Souffrir jusqu'à s'aliéner. Pas ceux qui lui ont reproché son ton, pas ceux qui lui ont dit qu'elle exagérait, pas ceux qui ont semé le doute en elle. Je dois vous parler de ce phénomène que vivent toutes les personnes qui décident de se mobiliser et de dénoncer les injustices, les discriminations, ce système de domination. C'est la solitude de ceux qui dénoncent. En sociologie, des chercheurs comme Howard Baker ou Erving Goffman l'ont rendu saillant en montrant que lorsqu'une personne remet en question une norme sociale, même une norme injuste, elle devient souvent elle-même perçue comme le problème. Autrement dit, la personne qui pointe l'injustice est vue comme perturbatrice de l'ordre social. Ce n'est plus le racisme, le sexisme, la discrimination qui dérange. C'est la personne qui ose les nommer. Lorsque l'on se mobilise, lorsqu'on prend position, on perd des amitiés. C'est un prix invisible. C'est une mise en abîme de l'injustice rarement évoquée. Une injustice dans l'injustice. L'histoire d'Emma ressemble à celle de bien d'autres femmes et symbolise plusieurs concepts. Ce que vit Emma porte notamment un nom, c'est le tone policing, en français la police du ton. C'est le fait de détourner l'attention du fond d'un message vers sa forme. Au lieu de répondre à ce que tu dénonces, on te répond sur comment tu le dénonces. Le tone policing n'est pas un concept académique proprement dit. Toutefois, il s'est répandu dans les cercles d'activistes aux États-Unis vers le milieu des années 2010. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher d'avoir une pensée pour ce qu'écrivait Madame Cathy Wong, actuelle mairesse du plateau Mont-Royal au Québec. Elle disait ceci dans Libérer la colère. Je ne dois surtout pas me fâcher, car le privilège d'être enragé n'appartient pas encore aux minorités. Elle a tout résumé. Souffrir en silence ou dénoncer tout en prenant soin de ne pas heurter, alors que tu es la victime. On peut se demander pourquoi l'entourage d'Emma réagit comme il le fait. Le but ici n'est pas de justifier, mais ça va nous permettre de mieux comprendre et de s'outiller. Il s'agit de la dissonance cognitive, concept développé par le psychologue social Léon Festinger. Face à une vérité inconfortable, le cerveau cherche une échappatoire. Critiquer la forme permet d'éviter de traiter le fond. Ce n'est pas toujours conscient, mais l'effet est le même. La parole est invalidée, produisant encore plus de cassures chez la personne en souffrance. C'est systémique. Il touche
touche de façon disproportionnée les femmes, les personnes racisées, les personnes minorisées. Le tone policing a un complice et celui-là est encore plus sournois parce qu'il ne s'attaque pas à ta façon de parler, il s'attaque à ce que tu ressens. Le gaslighting, c'est l'étape d'après le tone policing. Non seulement ta façon de t'exprimer est critiquée, mais ta perception de la réalité est remise en question. Tu exagères, ce n'est pas si grave, tu es trop sensible, tu interprètes mal, tu es la seule personne à dénoncer comme on le dit à Emma. Le message est clair, ce que tu ressens n'est pas réel. Il est important de préciser que c'est parfois volontaire et parfois involontaire. Le gaslighting est un mécanisme qui fait douter la personne de la validité de son propre vécu. Combiné au tone policing, il crée une double impasse. Tu ne peux ni exprimer ta douleur correctement, ni même être certain qu'elle est légitime. À terme, il contribue directement à l'aliénation et à l'épuisement dont on a parlé dans l'épisode sur le stress minoritaire. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami avec son autorisation. Celle-ci lui est arrivée il y a 2 ou 3 ans. Mon ami attendait le tram à Terrassières, aux eaux vives à Genève. Il venait de terminer sa nuit de veille. En attendant le tram, il lisait et c'est là qu'un monsieur d'une 50aine d'années l'interpellant en lui disant « Les gens comme toi savent lire maintenant ?» Le monsieur répéta cela plusieurs fois. Mon ami l'ignora et changea même de place. Le monsieur le suivit. Les personnes autour ne dirent rien. Le monsieur recommença et mon ami lui demanda poliment de bien vouloir le laisser tranquille. Le monsieur insista et exigea une réponse à sa question. Comme mon ami ne réagissait pas, c'est alors que le monsieur l'empoigna par le col et lui asséna un coup au visage. Mon ami se défendit et c'est uniquement à ce moment-là que les personnes autour réagirent pour les séparer. Une personne dit même à mon ami qu'il n'aurait pas dû riposter. Une autre se permit d'émettre un commentaire qui plébiscitait la qualité des coups de poing que le monsieur avait assénés à mon ami. Mon ami appela la police. Au téléphone, un agent minimisa la situation et se mit même à justifier en disant à mon ami que la personne était peut-être saoule. Et puis, elle dit à mon ami que ce genre de cas n'aboutisse jamais. Mais c'est pas ça le pire. Le pire pour mon ami, ce fut sur le chemin du retour. Il se demandait s'il devait en parler à son entourage ou pas. Il ne voulait pas déranger et surtout qu'on lui demande si c'était vrai ou encore ce qu'il avait pu bien faire pour que cela lui arrive. Il faut savoir que le tone policing, le gaslighting sont des mécanismes qui peuvent produire la double conscience. William Edward Bogart ou Webb Dubois l'avait déjà nommé à la fin du 19e siècle. C'est cette sensation de toujours se percevoir à travers le regard des autres, de se voir avec les yeux de la société dominante. Concrètement, une personne minorisée apprend très tôt à se regarder de l'extérieur. Elle anticipe comment elle sera perçue, elle calibre sa façon de parler, de s'habiller, d'agir et réagir pour correspondre à ce que la société attend d'elle. La personne est comme dépossédée d'elle-même. D'ailleurs, cela me fait penser au mythe de la minorité modèle. On entend souvent dire des personnes originaires de certains pays d'Asie qu'elles sont travailleuses et discrètes. Ce sont des stéréotypes positifs qui servent en réalité de mécanisme de contrôle social. Récemment, dans un média français, une personne s'est permise de se servir du Vietnam, ancienne colonie française, pour l'opposer à une autre ancienne colonie, l'Algérie. Ce que disait la personne sonnait comme un compliment, mais derrière ce compliment se cache une cage invisible. Si tout d'un coup, la personne venait à ne plus correspondre à cette image, à ces stéréotypes, elle déçoit et dérange. Alors, elle apprend à performer la discrétion, à sourire même quand ça ne va pas, à ne jamais trop prendre de place. Ce n'est pas de la timidité, c'est la double conscience. Se voir constamment à travers le regard de ceux qui ont décidé ce que tu es censé être. La double conscience à terme peut mener à une fracture interne. Tu dois être toi-même, mais pas trop, attention. En même temps, gérer en permanence comment tu es perçu, ces fameux regards. Elle est directement liée au tone policing. Si tu sais que ta colère sera jugée, tu apprends à la taire ou à la déguiser. Ce qui d'ailleurs permet de te dire que tu es le seul à te plaindre. C'est une forme de charge cognitive permanente, de l'énergie dépensée, non pas pour vivre, mais pour être toléré. Tout ce dont je viens de parler, le tone policing, le gaslighting, la double conscience, la sociologue Harley Hochschild lui a donné un nom, la charge émotionnelle. Ce travail invisible que certaines personnes font pour gérer leurs émotions dans des contextes sociaux exigeants. Combiné à la double conscience de Dubois et au tone policing, on comprend l'ampleur de la charge. Ces personnes ne gèrent pas seulement leur douleur, elles gèrent leur expression de la couleur, leur perception de la douleur et le regard des autres sur cette douleur. C'est ce qu'on appelle la politique de la respectabilité. L'injonction faite aux groupes minorisés de se comporter de manière acceptable pour être pris au sérieux.
Revenons à Emma et à toutes celles et ceux qui vivent ce qu'elle vit. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et je veux dire quelque chose. Le tone policing, le gaslighting, la double conscience ne sont pas seulement des questions de race, ce sont aussi des questions de genre. Les femmes qui s'indignent sont considérées comme hystériques. Les personnes racisées qui dénoncent font leurs victimes. Dans tous les cas, on leur demande de souffrir proprement. Dans quelques jours, commence la semaine de lutte contre le racisme en Suisse. Lutter contre le racisme, c'est aussi lutter contre les mécanismes qui font taire ceux et celles qui en sont victimes. Le tone policing, le gaslighting, la double conscience, le travail émotionnel ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont les mécanismes qui font qu'une personne apprend à taire sa douleur, à la déguiser, à douter d'elle-même. Il existe une charge mentale réelle, invisible, épuisante, celle de bien se comporter même dans la douleur et le désespoir. Ce sont des outils utiles au système de domination. Savoir les repérer, c'est s'outiller contre les réactions et comportements blessants, volontaires ou involontaires. Pardon, désolé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'anticipe déjà certaines réactions du style. Mais tout le monde doit se battre, tout le monde souffre dans la vie, et c'est vrai. Mais le faux universalisme, c'est précisément cet argument qui efface les inégalités en disant que tout le monde souffre pareil. Or, ce n'est pas vrai. Si certaines personnes sont racisées comme moi par la société, c'est bien parce qu'il y a une hiérarchisation, une catégorisation, et ce que certaines sociologues appellent le colorblind racisme. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous demande en plus, souffrez dignement, soyez digne, sans colère, sans bruit, sans déranger. C'était TSHM le podcast. Si vous avez trouvé cet épisode pertinent, s'il vous plaît, likez, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et comme j'ai coutume de dire, la parole libérera. Paix.